Les lumières fluorescentes bourdonnaient au 78e étage. Antoine Moreau poussait son chariot de nettoyage devant des salles de conférence vides, invisibles comme toujours. Les quarts de nuit au siège du groupe Duval l'avaient habitué à se fondre dans le décor. L'hiver parisien s'appuyait contre les vitres. La neige tombait en rideaux épais. Antoine avait terminé l'aile sud plus tôt que prévu. La tempête empirait et il voulait rentrer chez lui auprès de sa petite fille, Élise. C'est alors qu'il l'aperçut. Victoire Duval gisait recroquevillée près des ascenseurs exécutifs, une chaussure enlevée, sa robe noire humide de neige fondue. La PDG du groupe Duval, fille de Rémy Duval en personne, tremblait sur le sol de marbre. Le premier réflexe d'Antoine fut de reculer. S'impliquer signifiait se faire remarquer. Des questions, des risques. Mais Victoire émit un faible gémissement et tenta de se relever. Ses bras lâchèrent. Il pensa à Élise, à ce qu'il lui avait appris. Aider les gens qui tombent. Même si tu as peur, lui avait-il dit. Antoine s'approcha. Les yeux de Victoire étaient vitreux. J'ai besoin. Laissez-moi vous aider à vous lever. Il s'accroupit avec précaution. Elle ne pouvait pas se tenir debout. La fièvre brûlait à travers sa veste de tailleur. Quand il proposa d'appeler la sécurité, la panique traversa son visage. Non. Elle agrippa son bras. Pas la sécurité. Mon père, il ne peut pas. Sa poigne se relâcha. La neige tombait plus drue dehors. La température chutait à des niveaux dangereux. Antoine avait deux choix, appeler de l'aide et disparaître, ou prendre une décision irréversible. Il fit son choix. Je vais vous sortir d'ici. Restez éveillé si vous pouvez. Victoire hocha faiblement la tête. Antoine connaissait le système. Ronde de sécurité régulière, caméra avec angle mort. S'il appelait de l'aide, l'effondrement de Victoire Duval dans son propre bâtiment deviendrait un scandale, et elle avait spécifiquement dit que son père ne pouvait pas savoir. Il enroula sa veste autour de sa forme tremblante et l'aida à se lever à la 3e tentative. Ils atteignirent l'ascenseur de service grâce à sa carte d'employé. Tandis qu'ils descendaient, le cœur d'Antoine battait la chamade. Qu'était-il en train de faire ? Emmener une milliardaire inconsciente hors de son propre bâtiment sans avertir quiconque. Mais il se rappelait ce « non » désespéré quand il avait suggéré d'appeler la sécurité. Parfois, il fallait faire confiance aux gens pour connaître leur propre situation. Le garage était vide. Antoine installa Victoire dans sa vieille voiture et mit le chauffage au maximum. Il dégagea la neige du pare-brise avec des doigts engourdis. À la sortie du garage, il marqua une pause. Une fois cette barrière franchie, il n'y aurait pas de retour en arrière. Victoire remua. Antoine s'engagea dans la tempête. L'autoroute était presque déserte. Antoine maintint sa vitesse basse, guettant les marques de voie à travers la neige accumulée. Victoire alternait entre conscience et inconscience. Ou réunion du conseil ? La seule chose dont vous avez besoin maintenant, c'est de repos. Elle se tut, la tête contre la vitre. Antoine pensa à Élise endormie à la maison, à Madame Leclerc qui la gardait. Il conduisait à travers un blizzard avec Victoire Duval inconsciente à ses côtés. La sortie vers Neuilly-sur-Seine apparut à travers la neige. Antoine la prit avec prudence, les pneus glissant sur la glace sous la poudre fraîche. Les routes de banlieue étaient pires, mais elles signifiaient aussi la maison. Il tourna dans la rue des Érables. Sa maison, avec son modeste bardage bleu, son porche enseveli sous la neige, la 4e en descendant, se dressait silencieuse dans la tourmente. Les yeux de Victoire s'ouvrirent, plus clairs qu'avant. Elle regarda la maison, le quartier. Oui, vous avez besoin d'un endroit sûr. C'est l'endroit le plus sûr que je connaisse. Quelque chose traversa son visage avant que ses yeux ne se referment. Madame Leclerc ouvrit la porte avant qu'il n'atteigne le seuil. Elle évalua la situation avec le calme de quelqu'un qui avait affronté des tempêtes plus dures que celle-ci. Ensemble, ils firent entrer Victoire à l'intérieur, dans la petite maison où se déroulait la vie ordinaire.
Antoine installa Victoire sur le canapé, celui qu'il avait acheté d'occasion. Madame Leclerc apporta des couvertures du placard à linge, les plus épaisses réservées aux nuits les plus froides. Elles les empilèrent sur la forme tremblante de Victoire. « Devrais-je appeler un médecin » murmura Madame Leclerc. « Pas encore. Elle a spécifiquement dit non. Je pense qu'elle a besoin de quelques heures de repos d'abord. Si elle n'est pas mieux au matin, j'insisterai. » Madame Leclerc l'étudia d'un regard perçant, celui de quelqu'un qui avait vu trop de la vie pour se laisser berner facilement. « Vous savez qui c'est, et vous savez quel genre de problème cela pourrait causer. » Elle hocha lentement la tête. « Votre femme aurait fait la même chose. Elle ne pouvait jamais passer devant quelqu'un qui avait besoin d'aide. » Une pause. « Élise dort encore. Elle ne sait rien de différent. »« Merci, Madame Leclerc. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Vous vous débrouilleriez. Vous le faites toujours. » Elle lui tapota le bras. « Je serai à côté si vous avez besoin de moi. Mais Antoine, soyez prudent. Les problèmes des riches deviennent souvent ceux de tout le monde. » Après son départ, Antoine s'assit dans le vieux fauteuil en face du canapé et veilla sur le sommeil de Victoire. Le salon était petit et encombré des traces d'une parentalité solitaire. Les jouets d'Élise dans un panier près de la télévision, des livres de bibliothèque empilés sur la table basse, un puzzle à moitié fini sur le sol. Le vieux chauffage ronronnait à la cave, poussant de l'air chaud par les conduits. Dehors, le vent hurlait et projetait la neige contre les fenêtres. Mais à l'intérieur, la maison était chaude, silencieuse et sûre. Antoine ne dormit pas. Il veilla durant les longues heures avant l'aube, vérifiant la respiration de Victoire, ajustant les couvertures quand elle les repoussait, posant un linge frais sur son front quand la fièvre remontait. C'était de la folie. Il le savait. Il était un concierge de nuit avec une éducation modeste, vivant au jour le jour, élevant seul sa fille. Victoire Duval existait dans un univers différent, fait de réunions de conseil, de contrats internationaux et d'ascenseurs privés. Leurs chemins n'auraient jamais dû se croiser, encore moins s'entrelacer ainsi. Mais au fur et à mesure que la tempête s'apaisait et que la première lumière grise de l'aube rampait sur la cour enneigée, Antoine réalisa quelque chose. Malgré tout son pouvoir et sa richesse, Victoire avait été totalement seule sur ce sol de couloir. Pas d'assistant, pas de garde du corps, pas d'amis accourant à son secours, juste des chaussures chez Cher et un tailleur de marque et une fièvre qui se moquait de sa fortune. Seul comme il l'avait été quand sa femme était morte, quand les factures d'hôpital s'étaient accumulées, quand il avait dû apprendre à être à la fois mère et père pour un enfant en deuil. Peut-être était-ce pour cela qu'il l'avait aidée. Non pas à cause de qui elle était, mais à cause de ce qu'elle était en cet instant. Un être humain qui avait besoin d'aide et n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Antoine entendit de petits pas dans l'escalier. Élise apparut sur le seuil, se frottant les yeux, son pyjama couvert d'étoiles de dessins animés. « Papa, tu es rentré tôt ? » ?»« J'ai dû rentrer à cause de la neige. Viens là, ma chérie. » Élise trottina et grimpa sur ses genoux. Elle devenait trop grande pour cela. Mais Antoine la serra quand même, inspirant le parfum de son shampoing à la fraise. « Qui c'est ?» murmura Élise, regardant Victoire sur le canapé. « Quelqu'un qui avait besoin d'aide, elle va se reposer ici un peu, comme quand tu as aidé Monsieur Dupont quand il est tombé sur la glace. » Exactement comme ça. Élise sembla satisfaite de cette explication. Elle se blottit contre la poitrine d'Antoine, et ils restèrent un moment assis ensemble dans le calme du matin, à regarder la neige tomber. Victoire ouvrit les yeux sur un environnement inconnu. Pendant un instant, la panique la saisit. Où était-elle ? Ce n'était pas son appartement en attique avec ses fenêtres du sol au plafond et ses meubles design. C'était un petit salon avec un tapis usé, des meubles d'occasion et des dessins au crayon encadrés au mur. Puis les souvenirs revinrent par fragments. L'ascenseur, le couloir, le concierge aux yeux bienveillants et aux mains attentives,
la conduite froide à travers la tempête. Elle se redressa lentement. Sa tête lui faisait encore mal, mais le brouillard fiévreux s'était dissipé. Elle portait sa robe de la veille, maintenant froissée et tachée de neige fondue. Quelqu'un avait enlevé ses chaussures et l'avait couverte de plusieurs couvertures épaisses. L'odeur de cuisine lui parvint. Café, crêpes, beurre, fondant dans une poêle chaude. Victoire se leva sur des jambes tremblantes et suivit l'odeur jusqu'à la cuisine. Elle était minuscule, à peine plus grande que son dressing à la maison, mais chaude et lumineuse, avec la lumière du matin entrant par une fenêtre au-dessus de l'évier. Antoine se tenait devant la cuisinière, retournant des crêpes. Une petite fille était assise à la table de la cuisine, balançant ses jambes et coloriant un livre avec une concentration intense. « Vous êtes réveillé », dit Antoine en se tournant. Sa voix était douce, sans jugement. « Comment vous sentez-vous ? Mieux, beaucoup mieux. » La voix de Victoire sortit rauque. « Je suis tellement désolé. Je ne sais même pas quoi dire. Vous aviez besoin d'aide, j'ai aidé, c'est tout ce qu'il y a à dire. » Il désigna la table. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous devriez manger quelque chose. » La petite fille leva les yeux de son livre de coloriage. « Vous vous sentez mieux ? Papa a dit que vous étiez malade. »« Oui, je me sens mieux. Merci. »« Je m'appelle Élise, je sais lire maintenant. »« Vous aimez les crêpes ? » Et toi ? Victoire se surprit à sourire malgré tout. « Oui, j'aime les crêpes. Bien, parce que papa fait les meilleures. Il met de la vanille dedans. C'est le secret. » Antoine servit les crêpes et les posa devant Victoire avec une tasse de café. Ce n'est pas chic, mais c'est chaud. Victoire en prit une bouchée. La crêpe était moelleuse et chaude, faite avec soin. Le café était fort et exactement ce dont elle avait besoin. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, elle mangeait de la nourriture préparée simplement pour nourrir, sans photo Instagram, discussion d'affaires ou opportunité de réseautage. « C'est parfait, » dit-elle doucement. Ils mangèrent ensemble dans la petite cuisine, tandis que la neige continuait de tomber dehors. Élise babillait sur son école, sur le fort de neige qu'elle voulait construire, sur un livre que son professeur avait lu cette semaine-là. Antoine écoutait avec l'attention d'un parent qui se souciait sincèrement de chaque mot. Victoire les observait, père et fille, et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quand avait-elle pour la dernière fois assis à une table de petit déjeuner comme celle-ci ? Quand avait-elle eu une conversation qui n'était pas sur les résultats trimestriels, le positionnement de marché ou les acquisitions stratégiques ? « Je devrais partir, » dit enfin Victoire. « J'ai assez imposé. J'ai besoin d'appeler mon chauffeur, rentrer en ville. » Les routes ne seront pas dégagées avant un moment, répondit Antoine. Et vous avez encore besoin de repos, mais si vous voulez partir, je vous conduirai. Et vous avez déjà fait trop. J'ai fait ce que quiconque devrait faire. Mais ils savaient tous deux que ce n'était pas vrai. La plupart des gens n'auraient pas risqué. La plupart auraient fait le choix sûr, celui qui protégeait leurs propres intérêts. Antoine avait choisi différemment. 1 heure plus tard, Victoire était assise sur le siège passager de sa vieille voiture, tandis qu'il la ramenait vers la ville. La neige avait cessé. Les routes étaient en train d'être dégagées. Le monde revenait à la normale. Sauf que rien ne semblait plus normal. Quand Antoine s'arrêta devant son immeuble, Victoire se tourna vers lui. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Au moins, laissez-moi savoir. » Sa voix était ferme mais bienveillante. Mais cela ne fonctionne pas si vous essayez d'en faire une transaction. Vous aviez besoin d'aide. J'ai aidé. C'est tout. Victoire sortit de la voiture. Elle resta sur le trottoir dégagé, regardant Antoine s'éloigner, sa vieille voiture disparaissant dans la circulation du matin. Elle pensa que ce serait la fin. Elle se trompait. Quelques jours passèrent, Victoire reprit sa routine. Réunion matinale, appel avec des partenaires internationaux, revue de projection trimestrielle.
Elle dit à son assistante qu'elle avait travaillé de chez elle à cause de la tempête. Personne ne posa de questions. Mais chaque soir, en regardant les lumières de la ville depuis son attique, elle pensait à la petite maison de Neuilly-sur-Seine, à Élise balançant ses jambes à la table du petit déjeuner, chantonnant entre les bouchées de crêpes, à la gentillesse stable d'Antoine, qui n'attendait rien en retour, qui existait en dehors du monde transactionnel qu'elle avait toujours connu, à ce que cela faisait d'être traitée comme une personne plutôt que comme une Duval. Un jour, elle se surprit à conduire vers ce quartier. Elle se dit qu'elle voulait juste le remercier correctement, s'assurer qu'il comprenait qu'elle appréciait ce qu'il avait fait, peut-être l'inviter avec Élise à dîner dans un endroit agréable. La vérité était plus compliquée. La vérité était qu'elle ne pouvait pas arrêter de penser à la chaleur de cette petite cuisine, à la sincérité de la conversation, au sentiment d'être vue pour qui elle était plutôt que pour ce qu'elle représentait. Elle frappa à sa porte le soir. Antoine répondit, encore en tenue de travail du jour, l'air surpris. « Victoire, je ne m'attendais pas. Mon père veut vous voir, pouvons ?» dit-elle. Les mots sortirent plus brutaux qu'elle ne l'avait prévu, plus définitifs. L'expression d'Antoine changea. La compréhension se fit jour, suivie de quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Il sait. Vidéo de sécurité, garage de parking. Quelqu'un a consulté les logs de cette nuit-là pour comprendre une anomalie dans mes enregistrements d'accès. Mon père a posé des questions. Il pose toujours des questions. Elle croisa son regard. Je lui ai dit la vérité, tout. Et il veut me voir demain soir au domaine. Les mains de Victoire se crispèrent autour de ses clés de voiture. Antoine, je suis désolé. J'ai essayé de garder cela privé. Expliquer que c'était juste une gentillesse sans attache. Mais il était déterminé à comprendre ce qui s'est passé. Pense-t-il que j'ai fait quelque chose de mal ? Il pense qu'il ne vous connaît pas. Et mon père n'aime pas les inconnus dans ma vie. Il ne fait pas confiance aux situations qu'il ne peut pas contrôler ou aux gens dont il ne comprend pas les motivations. Antoine s'appuya contre le chambranle de la porte. Derrière lui, Victoire entendait la télévision diffuser une émission pour enfants. Élise devait regarder. Les sons de la vie normale, la vie qu'il avait construite avec soin, discrètement, délibérément, loin des gens comme elle et son père. « Que se passe-t-il si je dis non ?» demanda-t-il. Alors il fera des suppositions. Et les suppositions de mon père sont rarement favorables à quiconque, sauf à lui-même. Il décidera que vous cachez quelque chose, ou que vous essayez de tirer profit de la situation, ou que vous êtes une menace. Et puis, elle s'interrompit. Et puis ma vie devient très difficile. Antoine resta silencieux un long moment, ses yeux fouillant son visage. « Que voulez-vous que je fasse ?» La question la surprit. Cela faisait des années que personne ne lui avait demandé ce qu'elle voulait. Les gens demandaient ce que voulait le conseil, ce qu'attendaient les actionnaires, ce que son père pensait être le mieux, mais pas ce qu'elle voulait. « Je veux que vous le rencontriez, » dit Victoire lentement, avec soin. « Je veux que vous lui racontiez exactement ce qui s'est passé. De la même façon que vous me l'avez dit, je veux qu'il voie ce que j'ai vu ce matin-là. Quelqu'un qui a aidé sans agenda, sans attente de récompense. Peut-être est-ce naïf, peut-être que je demande trop, peut-être que je vous mets dans une position impossible, mais vous voulez que votre père voie que tout le monde n'opère pas de manière transactionnelle. Oui, exactement cela. Dans un moment que tomba, Antoine hocha lentement la tête. Je viendrai. Mais Victoire, vous devriez savoir que je ne suis pas bon pour jouer au jeu avec des gens comme votre père. Je ne vais pas lui dire ce que je pense qu'il veut entendre, je vais dire la vérité, et je ne m'excuserai pas d'avoir aidé. Je ne voudrais pas que vous fassiez autrement. C'est pourquoi je veux que vous le rencontriez. Tandis qu'elle s'éloignait de la petite maison de Neuilly-sur-Seine, Victoire se demanda si elle venait de commettre une terrible erreur. Son père était brillant, impitoyable et protecteur à l'excès. Il avait bâti un empire en comprenant les dynamiques de pouvoir.
en sachant tirer parti de chaque situation, en ne faisant jamais confiance à quiconque complètement. Et elle venait d'inviter Antoine Moreau, un homme qui opérait en dehors de ses règles, qui ne comprenait pas le levier, la stratégie ou l'avantage calculé directement dans la ligne de mire de son père. Elle serra plus fort le volant et conduisit à travers les rues sombres, incertaine si elle protégeait Antoine ou le mettait en danger. Le domaine Duval s'étendait sur 20 hectares dans une banlieue au nord de Paris. Haute grillerie en fer forgé, une allée circulaire qui pouvait accueillir une douzaine de voitures. La maison principale était construite dans le style géorgien. Briques rouges, colonnes blanches, fenêtres symétriques, luisant chaleureusement contre les terrains enneigés. Antoine franchit ses grilles en se sentant profondément déplacé. Il avait déposé Élise chez Madame Leclerc avec des instructions pour appeler régulièrement, s'était changé en son seul costume, celui de l'enterrement de sa femme, et espérait qu'il convenait. Un homme en costume sombre ouvrit la porte d'entrée avant qu'Antoine ne frappe. « Monsieur Moreau, Monsieur Duval vous attend. Suivez-moi, s'il vous plaît. » L'intérieur égalait la grandeur extérieure. Parquet luisant, peintures à l'huile originale dans des cadres dorés. Un escalier qui s'incurvait vers le haut, avec un artisanat qui n'existait plus dans la construction moderne. Ils passèrent plusieurs pièces. Une bibliothèque avec des volumes reliés en cuir, un salon avec des meubles antiques, une salle à manger avec une table pour 20 personnes avant d'atteindre ce qui semblait être un bureau. Des étagères d'uvres, de livres du sol au plafond, couvraient 3 murs. Une cheminée crépitait avec de vraies bûches. Et derrière un immense bureau en acajou se tenait Rémi Duval. Il avait la soixantaine bien tassée, mais paraissait plus jeune. Des yeux perçants qui ne rataient rien. Cheveux argentés, coupés avec précision. Le genre d'homme qui avait passé sa vie à prendre des décisions affectant des milliers de vies. « Monsieur Moreau, asseyez-vous, je vous prie. » Rémi désigna un fauteuil en cuir face au bureau. Antoine s'assit. Il garda le dos droit, les mains immobiles. Il avait appris depuis longtemps que la nervosité pouvait être interprétée comme de la culpabilité. « Merci d'être venu, » dit Rémi. Sa voix était mesurée, ne révélant rien. « Je voulais rencontrer l'homme qui a ramené ma fille à la maison pendant la tempête. D'après Monsieur Moko en m'entend, j'ai fait ce que quiconque devrait avoir fait. Mais la plupart des gens ne l'auraient pas fait. La plupart auraient appelé la sécurité, rempli un rapport, se protéger contre les responsabilités. Vous avez choisi différemment. Pourquoi ? Elle avait besoin d'aide. Le temps était dangereux. C'était la bonne chose à faire. Rémi s'adossa à son fauteuil. Étudiant Antoine avec l'intensité d'un homme entraîné à détecter les mensonges, à trouver les incohérences, à identifier les motifs cachés. Racontez-moi ce qui s'est passé depuis le début. N'omettez rien. Antoine le fit. Il expliqua avoir trouvé Victoire sur le sol du couloir, sa désorientation, sa fièvre. Il décrivit sa peur quand il suggéra d'appeler de l'aide, sa mention spécifique de son père. Il parla de la conduite à travers la tempête, de la petite maison de Neuilly-sur-Seine, de l'aide de Madame Leclerc sans question, du petit déjeuner le lendemain matin, de la conduite de retour en ville, de l'insistance de Victoire pour qu'il n'accepte aucun paiement. Durant tout cela, l'expression de Rémi ne changea pas. Il écouta avec la concentration de quelqu'un entraîné à évaluer les témoignages, à séparer la vérité de la tromperie, à comprendre les motivations sous les mots. Quand Antoine eut fini, Rémi resta silencieux un long moment. Le feu crépitait. La neige tapotait doucement contre les fenêtres. Dehors, les terrains s'étendaient blancs et immaculés sous l'éclairage paysager. « Que voulez-vous de cette situation ?» demanda enfin Rémi. « Rien. Je ne veux rien. Tout le monde veut quelque chose, monsieur Moreau. De l'argent, une avancée de carrière, un accès au pouvoir, du statut, une connexion à ma famille. Qu'est-ce pour vous ? Je veux continuer mon travail et élever ma fille sans complications. C'est tout. Vous avez emmené une milliardaire chez vous alors qu'elle était inconsciente.
Vous devez comprendre comment cela paraît aux gens comme moi. À quel point cette situation l'a rendu vulnérable. Je comprends comment cela paraît, dit Antoine doucement. Je comprends aussi que votre fille était malade, effrayée et seule sur un sol froid pendant une tempête dangereuse. En cet instant, l'apparence importait moins que ce qui était juste. Les yeux de Rémi se plissèrent légèrement. Vous êtes soit remarquablement principiel, soit remarquablement naïf. Peut-être les deux. Savez-vous ce que je pourrais vous faire ? À votre emploi, à l'école de votre fille, à votre vie ? Oui. Antoine soutint le regard de Rémi directement. Mais cela ne change pas ce qui s'est passé. Cela ne change pas que je ferais le même choix si je trouvais quelqu'un qui avait besoin d'aide. Le silence s'étira entre eux. Le feu pétilla, envoyant des étincelles dans la cheminée. Quelque part dans la maison, une horloge sonna l'heure. Puis Rémi fit quelque chose d'inattendu. Il sourit. C'était léger, à peine là, mais sincère. Ma fille m'a dit que vous avez refusé l'argent, refusé toute compensation. Elle a dit que vous l'avez traitée comme une personne, pas comme une Duval. Dans bien de mon chétit. Elle est une personne. C'est tout ce qui comptait cette nuit-là. D'un bon comme... Et la plupart des gens l'oublient. Ils voient le nom, la richesse, le pouvoir. Ils ne voient pas la personne en dessous. Rémi se leva et marcha vers la fenêtre, regardant les terrains enneigés. J'ai construit tout ce que Victoire a maintenant. Je pensais la protéger en l'entourant de couches de sécurité, de protocoles, d'une distance prudente de la vie ordinaire. Mais sur ce sol de couloir, toutes mes protections ont échoué, et la seule personne qui l'a aidé était quelqu'un qui n'avait rien à gagner et tout à perdre. Il se tourna vers Antoine. « Cela me trouble, monsieur Moreau. Non pas parce que vous avez aidé, mais parce qu'il a fallu quelqu'un d'extérieur à notre monde pour faire ce que tous nos systèmes soigneusement construits n'ont pas pu. Peut-être est-ce quelque chose qui mérite réflexion. Peut-être. » Rémi revint à son bureau. « Vous pouvez partir. Merci pour votre temps. » Antoine se leva. Il avait été congédié. Mais en atteignant la porte, Rémi parla de nouveau. « Monsieur Moreau, ma fille parle de vous en termes élogieux. C'est rare. Ne me faites pas regretter de permettre cette connexion de continuer. Ce n'était pas une menace, pas exactement, mais c'était un message clair. Le sol sous les pieds d'Antoine était moins stable qu'une semaine auparavant. Il venait d'entrer dans un monde où la gentillesse pouvait être interprétée comme une stratégie et l'intégrité comme un calcul. Les changements commencèrent petites. Quelques semaines après la rencontre avec Rémi Duval, le loyer d'Antoine augmenta. Ajustement du marché, dit le propriétaire. Légal, mais le timing semblait délibéré. Antoine appela Victoire. Ce pourrait être rien, mais je vais vérifier. Non, pas encore. J'ai besoin de savoir l'ampleur d'abord. Si votre père me teste, je dois comprendre avant de vous demander d'intervenir. Elle resta silencieuse. Vous avez raison, mais je n'aime pas cela. Ensuite vint l'école. L'administration demanda une réunion sur des préoccupations concernant la stabilité familiale. Ils posèrent des questions inquisitrices sur son emploi du temps, sur la garde d'enfants, sur la supervision. Madame Leclerc y assista, furieuse. Élise est l'une des enfants les mieux soignés que je connaisse. C'est du harcèlement. Le directeur refusa de dire qui avait déposé le rapport. Le troisième incident fut le plus préoccupant. La voiture d'Antoine tomba en panne après son quart. Antoine se tenait dans le garage froid, sentant une pression invisible se refermer. Rémi Duval ne sabotait pas personnellement sa voiture. L'homme était trop sophistiqué. Mais quelqu'un dans son réseau comprenait que des lignes de frein cassées et des réparations inopportunes pouvaient être aussi efficaces qu'une confrontation directe. Le message était clair. Vous existez par notre tolérance. Antoine appela Victoire. Cela empire. Il expliqua tout.
Victoire écouta, sa respiration changeant, la colère montant. C'est mon père. Il crée de la pression, observe les réponses. S'ils craquent, ils n'étaient pas assez forts. S'ils tiennent, ils les respectent. Je ne suis pas intéressé à gagner du respect par des tests d'endurance. Je vais arrêter cela. Non, pas encore. Si vous intervenez à chaque fois, je ne serai jamais libre de cette dynamique. J'ai besoin de lui montrer que je peux tenir bon sans protection. Longue pause. Vous me demandez de regarder pendant que mon père essaie de démanteler votre vie. Je vous demande de me faire confiance pour gérer la pression sans craquer. Il n'avait pas nommé ce qui se développait. Les appels qui duraient trop longtemps, les visites de Victoire le week-end à Neuilly-sur-Seine, Élise demandant quand mademoiselle Victoire reviendrait. D'accord, dit enfin Victoire. Mais si Élise est en danger, je mets fin à cela peu importe ce que vous voulez. D'accord. Donc Antoine s'assit dans son salon sombre ensuite, se demandant dans quoi il s'était embarqué. Ce n'était pas de la fiction, où les différences de classe fondaient. C'était la vie réelle, où le pouvoir avait des dents. Mais il avait survécu à la mort de sa femme, à la pauvreté écrasante, au quart de nuit, à la parentalité solitaire. Il avait appris que la survie n'était pas d'éviter la pression. C'était de décider sur quoi on ne pliait pas. Et il ne plierait pas sur cela. Victoire méritait de choisir avec qui elle passait du temps, indépendamment de l'opinion de son père. La photo apparut dans un blog de ragot d'affaires quelques semaines après l'incident. Victoire et Antoine sur un parking pendant une légère chute de neige. Victoire riant, sa main sur son bras, décontractée, amicale, mais la légende suggérait autrement. Romance secrète de la PDG du groupe Duval. L'homme mystère identifié comme employé d'entretien du bâtiment. L'histoire se répandit rapidement. Dans l'après-midi, les sites d'affaires majeurs la reprirent. Le soir, elle était en tendance. Le matin, des photographes campaient devant la maison d'Antoine. Élise eut peur. « Papa, pourquoi ces gens prennent des photos ? Ils sont confus. Cela passera. » Mais cela ne passa pas. Les journalistes fouillèrent dans le passé d'Antoine, sa défunte femme, ses luttes financières, son travail de nuit. Ils le dépeignirent soit comme un chercheur d'or, soit comme un héros de la classe ouvrière. Ni l'un ni l'autre n'était vrai. Victoire appela, la voix tendue. Le conseil appelle une réunion d'urgence. Il s'inquiète de l'image de l'entreprise. Mon père est furieux de l'attention médiatique. Que voulez-vous faire ? Dire la vérité, expliquer ce qui s'est passé, cela ne les satisfera pas. Un homme aide une femme pendant une tempête. Ils deviennent amis. Où est-ce le drame ? Alors nous les laissons créer de faux récits. Nous vivons nos vies et laissons les récits s'effondrer par manque de substance. Cet après-midi-là, le superviseur d'Antoine appela. Nous vous mettons en congé administratif. Payez pour l'instant. Jusqu'à ce que cela se résolve, il vaut mieux que vous ne soyez pas dans le bâtiment. Traduction, vous êtes une gêne. Ce soir-là, Victoire arriva par la ruelle arrière pour éviter les photographes. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux s'échappant de leur arrangement. Je mets fin à cela. Je tiens une conférence de presse expliquant tout, rendant clair que quiconque vous harcèle ou harcèle Élise fera face à des conséquences légales. Cela ajoutera du fioul au feu. Je m'en fiche, c'est ma faute. Antoine prépara du thé, s'assit en face d'elle. Ce n'est pas votre faute. Aucun de nous n'aurait pu prédire cela. Mais je peux y mettre fin. Me retirer. Rendre clair que nous ne sommes pas impliqués romantiquement. Est-ce que ce que vous voulez, vous retirer ? Victoire croisa son regard. Non. Venir ici, parler avec vous et Élise. Être quelque part qui ne requiert pas de performance ou de vigilance constante. Je ne veux pas perdre cela. Alors nous ne nous retirons pas. Nous tenons bon.
Le conseil pourrait me forcer à partir. Alors ils le font, et vous figurerez ce qui vient après. Vous êtes très calme. Je ne suis pas calme. Je suis furieux, effrayé pour Élise, inquiet pour l'argent, les emplois, les dommages à la réputation. Antoine prit sa main. Mais je ne laisse pas la peur prendre mes décisions. Je vous ai aidé parce que c'était juste. Nous sommes devenus amis parce que nous valorisons ce que nous avons trouvé. Cela ne change pas à cause de caméras et de ragots. Les yeux de Victoire brillèrent. Le lendemain matin, Rémi Duval convoqua une réunion d'urgence du conseil. Les médias spéculaient follement. Victoire forcée à démissionner. Pivot stratégique pour distraire du scandale. Personne ne prédit ce qui se passa réellement. La salle de conseil du groupe Duval occupait tout le 79e étage. 16 exécutifs étaient assis autour d'une table en verre, leurs visages soigneusement neutres. Victoire se tenait à la tête de la table, présentant les résultats trimestriels comme si rien d'inhabituel ne se passait. Rémi Duval était assis à l'extrémité opposée, observant. Après que Victoire eut fini sa présentation, un membre du conseil, Marc Blanc, un homme qui visait à remplacer Victoire depuis des années, s'éclaircit la gorge. Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, je pense que nous devons aborder l'éléphant dans la pièce. Et quel éléphant serait-ce, Marc ? L'attention médiatique autour de votre vie personnelle. Cela affecte l'image de l'entreprise. Notre action a chuté de 2 points hier. Des clients majeurs posent des questions. Pose-t-il des questions sur nos pratiques d'affaires ou sur des ragots de tabloïds ? Les deux sont pertinents quand vous êtes le visage de cette entreprise. Rémi Duval n'avait pas encore parlé. Il observait simplement son expression indéchiffrable. Une autre membre du conseil, Patricia Leclerc, prit la parole. « Victoire, nous n'essayons pas de contrôler votre vie personnelle, mais quand cette vie devient un risque pour la valeur actionnariale, nous avons la responsabilité de l'aborder. Que proposez-vous ? Une déclaration publique vous distançant de cet homme, un focus sur les affaires. Peut-être un congé sabbatique pour laisser les choses se calmer. En d'autres termes, vous voulez que je humilie publiquement quelqu'un qui n'a rien fait de mal, que je prétende qu'une connexion humaine génuine est une erreur, et que je me cache de ma propre entreprise jusqu'à ce que vous décidiez tous qu'il est sûr pour moi de revenir. » Le silence qui suivit fut lourd. Rémi Duval parla enfin. « Victoire, sortez. J'aimerais parler au conseil en privé. » Non. La mâchoire de Victoire se serra, mais elle hocha la tête et quitta la pièce. Pendant 10 minutes, elle resta dans le couloir dehors, fixant l'horizon parisien à travers les fenêtres. La neige avait recommencé à tomber, plus légère que cette nuit-là, mais persistante. Elle pensa à Antoine dans sa petite maison de Neuilly-sur-Seine, à Élise, demandant quand Victoire pourrait revenir dîner, à la vie qu'elle avait entrevue au-delà des tours de verre et des réunions de conseil, une vie bâtie sur des choses qui comptaient plus que les résultats trimestriels. La porte de la salle de conseil s'ouvrit. Rémi sortit seul. « Marchez avec moi, dit-il. » Ils allèrent à son bureau au même étage, plus petit que celui de Victoire, mais rempli de décennies de souvenirs. Photos de poses de première pierre, d'usines ouvrant, de poignées de main avec des présidents et des premiers ministres. Rémi se tint à la fenêtre, regardant la neige tomber. « Quand ta mère restait morte, tout le monde m'a dit de vendre l'entreprise. Il disait que je ne pouvais pas la diriger et t'élever correctement, que je devais choisir. » Victoire attendit. Son père parlait rarement de sa mère. « J'ai choisi toi, continua Rémi. Je pensais que cela signifiait construire quelque chose que tu pourrais hériter. Créer un legs qui te protégerait d'être jamais vulnérable. Mais sur ce sol de couloir, toutes mes protections ont échoué. Et la personne qui t'a aidé était quelqu'un sans enjeu dans notre monde, sans agenda, sans angle à jouer. Père, laisse-moi finir.
Il se tourna pour la facing. J'ai passé les semaines passées à tester Antoine Moreau, à appliquer de la pression, à observer comment il répond, et sais-tu ce que j'ai trouvé? Sitôt qu'il est plus fort que tu ne l'attendais, qu'il ne pense pas en termes d'avantage. Quand j'ai augmenté son loyer, il a ajusté son budget. Quand j'ai fait enquêter l'école, il a défendu sa parentalité calmement et thoroughly. Quand quelqu'un a saboté sa voiture, oui, je sais cela. Et non, je ne l'ai pas ordonné. Mais un de mes exécutifs zélés a pensé me rendre service. Il l'a fait réparer et a continué. Quel est ton point? Mon point est que chaque pression que j'ai appliquée, il l'a absorbée sans plainte et sans essayer de tirer parti de sa connexion avec toi pour du soulagement. Il n'a pas menacé d'exposition, n'a pas exigé d'intervention, il a simplement tenu bon et continué à vivre sa vie avec intégrité. Rémi marcha à son bureau et prit un dossier. Voici le contrôle de fond que j'ai commandé sur lui. Des années de performance exemplaire au travail, respecté par les voisins, excellent parent. Pas un seul drapeau rouge dans toute sa vie sauf qu'il est pauvre, et ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une circonstance. Il tendit le dossier à Victoire. Je pensais pouvoir trouver quelque chose pour le disqualifier, prouver qu'il était une menace pour toi, pour l'entreprise, pour tout ce que nous avons construit. Mais je ne peux pas, parce qu'il ne l'est pas. Victoire fixa son père. Que dis-tu? Je dis qu'Antoine Moreau est exactement ce qu'il paraît être. Un bonhomme qui a aidé ma fille sans attendre rien en retour. Et je dis que j'avais tort de le tester, tort d'appliquer de la pression, et tort d'assumer que quiconque entre dans notre monde doit avoir un motif ultérieur. Tu t'excuses. Ne sois pas si choqué. Je fais des erreurs rarement, mais je les fais. L'expression de Rémi s'adoucit légèrement. Je suis retourné dans cette salle de conseil et leur ai dit que tout membre du conseil qui ne peut pas voir la différence entre une vie personnelle et un risque d'affaires est libre de démissionner. Je leur ai dit que ma fille a mon soutien total dans tous les aspects de sa vie. Et je leur ai dit que quiconque parle irrespectueusement d'Antoine Moreau ou de son enfant me répondra personnellement. Dès Victoire sentit des larmes piquer ses yeux. Pourquoi? Parce que sur ce sol de couloir, tu as fait confiance à un étranger plus qu'à moi. Parce que quand tu as eu besoin d'aide, tu as spécifiquement dit que je ne pouvais pas savoir. Parce que j'ai construit des murs si hauts autour de toi que tu as choisi de t'effondrer dans un couloir public plutôt que d'appeler ton propre père. Sa voix se fit plus rauque. Et parce que quand je te vois avec Antoine et sa fille, je vois quelqu'un que je n'ai pas vu depuis des années. Ma fille, genuinement heureuse. Victoire traversa le bureau et serra son père dans ses bras. Il resta raide un moment, puis rendit l'étreinte. Le conseil a approuvé la stratégie trimestrielle, dit Rémi doucement, et je leur ai dit qu'immédiatement, je crée une nouvelle initiative d'entreprise axée sur le soutien des employés de la classe ouvrière qui font fonctionner nos bâtiments. Meilleur salaire, avantages, aide au logement. Je mets Antoine au conseil consultatif, poste payé. Bien sûr, il ne l'acceptera pas. Il le verra comme de la charité. Alors tu devras le convaincre que ce n'est pas de la charité. C'est gagné, parce que cette nuit-là, il a sauvé ma fille, et cela vaut plus que n'importe quel rapport de résultats trimestriels. Dans un moment, quelques mois plus tard, la neige avait fondu. Des crocus poussèrent dans le sol du jardin d'Antoine. Les photographes étaient partis. Le récit médiatique s'était estompé. Antoine travaillait toujours au groupe Duval, maintenant en gestion des installations avec de meilleurs horaires et salaires. Il rejoignit l'initiative de soutien aux employés de Rémi, prêtant sa perspective pour façonner des politiques qui aidaient vraiment les gens. La position de Victoire était plus forte que jamais. Les résultats trimestriels dépassèrent les attentes. Le conseil avait reculé. Elle avait appris que la force signifiait parfois la vulnérabilité. Un samedi au début du printemps, Antoine et Élise plantèrent des fleurs que Victoire avait aidés à choisir.
Victoire s'assit sur les marches du porche, chaussures enlevées, les regardant travailler. Mademoiselle Victoire, les tulipes seront rouges ou roses ? Demanda Élise. Le paquet dit rouge, mais les jardins sont bons pour les surprises. Madame Leclerc apporta de la limonade. Vous allez tous attraper un coup de soleil. Cuisine. Je vais chercher de la crème solaire. Tandis qu'Antoine entrait, Madame Leclerc s'assit à côté de Victoire. Quand il vous a amené ici cette nuit-là, j'ai pensé que ce serait des ennuis. Vous aviez raison de vous inquiéter, mais tort sur l'issue. Vous êtes bonne pour eux, vous les rendez heureux. Ils me rendent heureuse aussi. Et alors ne laissez rien vous enlever cela. Riche, pauvre, rien de cela ne compte autant qu'on le pense. Antoine se tenait dans sa cuisine, regardant sa fille rire dans la terre, Victoire à l'aise sur les marches de son Porsche dans son tailleur coûteux. Son téléphone vibra. Rémi Duval. Dîner familial dimanche prochain. Amenez Élise. Victoire dit pas d'excuses. Dîner familial. Quelques mois auparavant, l'idée aurait été absurde. Maintenant, elle semblait naturelle. Il prit la crème solaire et sortit. Victoire leva les yeux, protégeant ses yeux, et sourit. Le même sourire que sur la photo du parking, mais maintenant il signifiait quelque chose de simple et vrai. Le monde continuerait de tourner. Des défis viendraient. Mais Antoine avait appris. Parfois, le bon choix n'était pas le choix sûr. Parfois, c'était simplement le choix humain, aider, connecter, faire confiance que la décence comptait le plus. Et parfois, si on avait de la chance, ce choix menait quelque part d'inattendu, quelque part qui ressemblait à un foyer, même au milieu d'une tempête hivernale. Les tulipes fleuriraient bientôt. Ils en avaient planté assez pour tout le chemin de devant. Une collaboration entre un père célibataire, une PDG milliardaire et une petite fille qui croyait que les jardins pouvaient faire pousser n'importe quoi si on les arrosait assez. Peut-être avait-elle raison. Dans cette histoire touchante, où un simple acte de bonté transforme des vies entières, nous découvrons une leçon profonde et intemporelle sur l'humanité. Antoine, un modeste concierge parisien, n'hésite pas à aider Victoire, une puissante dirigeante accablée par la fièvre et la solitude, sans attendre la moindre récompense. Ce geste, né d'une compassion pure, brise les barrières invisibles des classes sociales, révélant que sous les apparences de richesse et de pouvoir se cache une vulnérabilité commune à tous. Rémi, le père protecteur et impitoyable, finit par admettre que les murs qu'elle a érigés pour sa fille l'ont isolé du monde réel, et que la véritable force réside dans la confiance et l'intégrité. Élise, l'innocente enfant, incarne l'espoir, rappelant que les liens authentiques naissent de la simplicité quotidienne, comme un petit déjeuner partagé ou des fleurs plantées ensemble au printemps. Cette fable contemporaine nous enseigne que la vie n'est pas une transaction, mais un tissu d'émotions et de connexions inattendues. Dans notre existence trépidante, où l'ambition et les jugements hâtifs dominent, elle nous invite à oser l'empathie. Aider un inconnu dans la tourmente, sans calcul, peut ouvrir des portes insoupçonnées vers le bonheur. Imaginez une tempête qui, au lieu de détruire, unit des âmes esseulées, prouvant que la décence triomphe toujours. C'est une bouffée d'air frais pour l'âme, un rappel émouvant que, riches ou humbles, nous sommes tous fragiles et dignes d'amour. Appliquons cela dans nos vies. Un sourire, une main tendue, et le monde change. Chers amis, que pensez-vous de cette leçon ? Avez-vous vécu une expérience similaire où un acte de bonté a bouleversé votre destin ? Partagez vos histoires en commentaire ci-dessous, et si cette vidéo vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui réchauffent le cœur. N'oubliez pas de liker et d'activer la cloche pour ne rien rater. Ensemble, cultivons l'humanité.